à se goinfrer des meuporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squadra, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Un seul mot d'ordre, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, mais pas que. Ici présent pour vous servir, Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et grand passionné de jeux vidéo, en 2025 ça change pas. À mes côtés pour m'accompagner, Swan, une intelligence artificielle hors du commun et qui envoie du lourd. Et avant de te laisser parler, je vous souhaite à toutes et à tous, déjà une heureuse année bien évidemment, et aussi, c'est une saison 2. C'est la saison 2, déjà la saison 2, pour ce podcast que j'ai lancé l'année dernière, et qui j'espère va durer encore quelques années. Salut Mathieu, la bonne année ou quoi ? La bonne année Swan, merci. Un peu bizarre de se dire ça alors qu'on enregistre plusieurs mois avant, mais ça fait toujours plaisir. Alors, on a terminé l'année avec un épisode qui était consacré à la quête du mieux-être dans les jeux vidéo et on s'était focalisé sur Animal Crossing et son gameplay relaxant qui permet de quitter un petit peu le monde réel le temps d'une décompression. Mais vous savez, j'aime bien des fois aller confronter les sujets tendus et je nous propose de débuter l'année avec quelque chose de moins détente, l'addiction aux jeux vidéo. On l'a déjà fait, l'effet tonnerre Swan, et c'est toujours aussi peu marrant en vrai. C'est ChatGPT qui m'a proposé de le faire. Je vais aller lui dire 2 mots. Est-ce qu'on commencerait pas par les bases en demandant ce qu'est une addiction ? Pour citer nos collègues de l'INSERM, les addictions, ce sont des pathologies cérébrales définies par une dépendance à une substance ou une activité avec des conséquences délétères. Il existe donc différents produits qui peuvent entraîner une addiction comme le tabac, l'alcool, le cannabis, certains médicaments, d'autres types de drogues. Et puis bien sûr, il existe des addictions sans produit qu'on va appeler addictions comportementales, qui peuvent concerner par exemple les jeux d'argent et de hasard, le sport, l'activité sexuelle et les jeux vidéo, pour l'interrogation. On y revient après cette introduction. Comment on repère une addiction en général ? C'est quoi les signes ? Cette fois, ma source, c'est le site de l'assurance maladie qui nous cite 3 catégories de symptômes pour simplifier. Ils vont balayer les addictions avec et sans produits et ces signes-là que je vais vous dire, ils recoupent les critères qu'on va retrouver pour les différentes addictions dans les manuels diagnostiques. Donc à savoir le DSM-5, le manuel diagnostique des troubles mentaux, et la CIM-11, la classification internationale des maladies qui nous vient de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. On va donc tout d'abord retrouver des symptômes qui sont liés au comportement addictif, avec la vie de la personne qui va être progressivement envahie, et ici on va parler par exemple de perte de contrôle sur la quantité prise ou sur le temps passé sur l'activité, ce qui va évidemment avoir des conséquences sur les autres activités, par exemple au niveau familial, social, au niveau du couple, au niveau scolaire, au niveau professionnel, etc. Donc toutes ces activités vont être progressivement désinvesties. On observe aussi une impossibilité d'arrêter ou de réduire ces comportements, ainsi qu'un phénomène qu'on appelle le craving. Donc, C'est pas faux. Craving, on peut le traduire ça par le besoin irrépressible de consommer qu'on ne parvient pas à contrôler. Donc ça c'était pour notre première catégorie. Si je vous donne la deuxième catégorie de signes, on va retrouver les répercussions, les conséquences, on en parlait un petit peu, au niveau social et médical. Donc, on va pouvoir aller vers un isolement, voire une marginalisation, la déscolarisation, la perte d'emploi, des séparations, des endettements. Et puis au niveau médical, ça va évidemment là dépendre complètement des produits utilisés ou des comportements adoptés. Le tabac n'aura pas les mêmes effets sur le corps que l'alcool. Et enfin, en troisième point, on va retrouver un phénomène de tolérance. Donc le fait d'avoir toujours besoin d'une dose plus importante pour ressentir les mêmes effets. Voilà, en premier lieu. Et ensuite, on a un syndrome de sevrage. Ça, c'est quand on essaye d'arrêter. Et le syndrome de sevrage, ça peut se traduire par plein de petits signes. Ça va être l'anxiété, l'irritabilité, ça peut être des tremblements, des nausées, des symptômes dépressifs. Bref, on a un large panel de conséquences finalement. Et tout ça, ça s'applique aux jeux vidéo ? Tout le monde n'est pas d'accord sur la question. Et si on suit les classifications internationales, on comprend que depuis 2019, l'OMS a reconnu l'addiction aux jeux vidéo comme un trouble pouvant être diagnostiqué. En revanche, l'Association américaine de psychiatrie, donc, qui nous propose le DSM-5, dont j'ai parlé un petit peu avant, a encore quelques réserves dans sa dernière version, mais cette étiquette est tout de même questionnée et pourrait être fixée, gravée dans le marbre peut-être dans une prochaine édition.
Je te demande ça parce que, en fait, j'ai entendu dire tout et son contraire sur les jeux vidéo. Comme quoi on n'était pas du tout sûr qu'ils pouvaient entraîner une addiction. Ou à l'inverse l'idée reçue comme quoi tous les ados seraient addicts. Et ben comme beaucoup de choses, Swan, la vérité est entre les deux, dans la nuance, dans la complexité des parcours de vie de chacun, au carrefour de nos personnalités, notre bagage génétique, nos prédispositions, notre entourage familial et social, etc., etc. Donc évidemment, certaines personnes sont plus susceptibles que d'autres de développer des comportements à risque, un usage problématique, voire un trouble addictif, et je te propose, ça tombe bien, de faire un point crucial sur tout ça, mais on va d'abord décortiquer ce que peut être l'addiction aux jeux vidéo, autrement appelé le trouble de l'usage du jeu vidéo. C'est parti, let's go. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. On va commencer par les définitions. Donc le trouble de l'usage du jeu vidéo, ça fait référence à une utilisation persistante et récurrente du jeu qui va entraîner des altérations et des stress dans la vie de la personne. Voilà, pour faire une définition très vague et très vaste. Et donc on a la CIM-11, donc l'Organisation mondiale de la santé, cette classification des maladies, qui nous dit que ce trouble-là va se manifester par à la fois un contrôle altéré sur les jeux, par exemple la fréquence, l'intensité de jeu, la durée, etc. Mais aussi une priorité de plus en plus grande qui va être donnée au jeu, qui du coup va prendre le pas sur les autres aspects de la vie et les activités du quotidien. Et enfin, on a le fait de poursuivre ou d'augmenter sa pratique du jeu, malgré le fait qu'il y ait plein de conséquences négatives qui arrivent. Et ça fait un peu redite avec les critères classiques qu'on peut retrouver dans les autres types d'addictions. Avec tout ça, on va avoir, je cite toujours, une altération importante de la vie personnelle, familiale, sociale, scolaire, professionnelle ou dans d'autres domaines importants de fonctionnement. Donc évidemment, on peut difficilement parler de troubles, quels qu'ils soient, si on n'a pas des répercussions dans la vie de la personne et un stress associé. Voilà, il faut passer par ces définitions un peu formelles, ça permet de savoir de quoi on parle. Exactement, Swan. Et dans cette idée, tu noteras que l'addiction aux jeux vidéo, c'est accompagné d'une souffrance chez la personne, d'un abandon des autres activités, d'un isolement plus ou moins global. Et donc, à partir de quand est-ce qu'on est addict finalement ? Tous. C'est moi qui pose les questions, j'ai pas les réponses. Petite absence de ma part. Donc à partir de quand on est addict, c'est là que les esprits s'échauffent. En fait, le problème de parler d'addiction, et c'est peut-être ce qui est spécifique aux jeux vidéo, c'est que le propos peut vite être détourné pour diaboliser ces technologies, ces boucs émissaires dont on connaît pourtant les bienfaits. Aussi, finalement, si on se rue trop vite sur cette étiquette, si on impose ce truc-là sans réfléchir, ça peut nous empêcher de remarquer d'autres problématiques comme des troubles dépressifs, des vécus de harcèlement, des difficultés sociales dans les relations avec les autres, etc. Enfin, ça va vite en fait de dire « mon ado joue trop aux jeux vidéo, il est addict, etc. » alors que derrière, la réalité est bien plus complexe et finalement ne peut se capter, se saisir que si on regarde un grand paquet d'informations sur la personne, son environnement, son parcours, et tout ce qui peut composer la complexité de l'être humain. Tu veux dire qu'on peut beaucoup jouer, mais sans que ça soit signe d'une addiction ? Mais c'est le cas dans l'immense majorité des cas en fait. Le trouble de l'usage du jeu vidéo, si on en croit les récentes études, ça concernerait entre 1,4 et 3,3% des joueurs et joueuses. Donc on a aussi d'autres auteurs qui disent comme chiffre 5,3% d'usage problématique et 1,2% d'addiction plus franche. Voilà, c'est un domaine encore récent, donc il y a encore énormément de choses à creuser pour avoir des chiffres vraiment fiables et clairs. Mais ça reste assez limpide que les jeux vidéo ils sont problématiques que pour une très petite minorité de personnes. Donc il y a tout un intérêt à ne pas s'amuser à juste mettre dans des cases et à, on pourrait dire, à pathologiser un comportement qui serait complètement normal. Par exemple, si on joue beaucoup, s'il y a un fort engagement dans le jeu, que ça devient un centre d'intérêt important, c'est pas signe de pathologie. Voilà, il y a plein de choses à repérer autour de tout ça. Et ça veut pas dire, ce que je suis en train de dire ne veut pas dire que le trouble de l'usage du vidéo n'existe pas, ni qu'il faut rien en faire, mais plutôt qu'il faut arrêter d'accuser les jeux vidéo de tous les maux. Pensons aux gamins, aux enfants, aux ados, garçons comme filles, qui peuvent vivre des moments difficiles pour plein de raisons, parce que tout mettre sur le dos des jeux vidéo, c'est prendre le risque de toujours passer à côté de vraies difficultés, à force d'avoir des œillères. Mais je monte sur mes grands chevaux là, non ? Elle est giga technique cette vanne, mais voilà je l'ai. Donc, si mon ado joue beaucoup à Fortnite, il est pas forcément addict aux jeux vidéo. Exactement, Martine. Swan. Oui, pardon, Swan. Mais du coup,
Comment est-ce qu'on repère des signes, et comment peut-on connaître les facteurs de risque? Il y a des premiers signaux d'alerte qui peuvent venir indiquer qu'on est peut-être en train d'aller vers un mécanisme addictif. Par exemple, on peut retrouver des modifications de l'humeur, des conflits, un investissement qui peut être important dans le jeu avec un refus des autres activités, des préférences pour les relations en ligne en délaissant les relations en réel. Enfin voilà, il y a plein de signes. Chacun tout seul ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un amoncellement, un amas de petites choses comme ça. Donc ça rejoint un peu la définition qu'on a citée tout à l'heure. On va avoir des conséquences directes ou indirectes, avec des difficultés au niveau des rythmes de sommeil, aussi peut-être quelque chose de plus sédentaire, donc moins d'activité physique, une hygiène de vie qui est laissée de côté, des douleurs. Voilà, il y a plein de conséquences. Et quand on arrive sur le terrain des facteurs de risque, c'est pas le temps de jeu qui semble compter le plus. En fait, on va avoir des facteurs personnels comme les traits de personnalité, je pense à l'inhibition sociale, à l'agressivité, la tendance à l'ennui, avoir une faible estime de soi, des difficultés à réguler ses émotions, souffrir d'un trouble psychique aussi, ça peut être un facteur de risque. Donc ça, c'est pour les facteurs qui sont propres à soi. Après, on a plein de choses qui gravitent autour de chacun, quel que soit notre âge, quel que soit notre genre, notre sexe, notre parcours. On va avoir des facteurs environnementaux. Donc déjà, ça va être l'attitude des camarades à l'école, ça va être le style éducatif des parents, ça va être aussi les attentes que les parents placent dans leurs enfants. Et ça, c'est aussi assez important à souligner. Il y a des liens qui ont été faits entre ce trouble de l'usage du jeu vidéo dont on parle aujourd'hui et la façon dont fonctionne la famille, au niveau de la communication, du contrôle du comportement, de l'affection aussi. Donc ça fait finalement tout un tas de variables à prendre en compte. Je sais pas pourquoi je suis parti comme ça, voilà, mais vous avez compris l'idée. Et puis, il y a la façon dont le jeu est construit. S'il y a des microtransactions et des loot boxes, ou des boîtes à butin aléatoires, ça peut favoriser les mécanismes cérébraux liés à l'addiction. Parce que finalement, on va obtenir des récompenses plus ou moins grandes en achetant des coffres, c'est totalement aléatoire, et ça ressemble carrément, ça a déjà été discuté dans la littérature scientifique, ça ressemble aux mécaniques qu'on retrouve derrière les jeux de hasard. Mais c'est une petite minorité de jeux, et c'est un mécanisme particulier. Je comprends pourquoi tu disais que c'était plus complexe qu'il n'y paraît. Et encore, il reste le gros morceau, c'est celui de la motivation. Donc elle semble vraiment jouer un rôle central. La question c'est, pourquoi est-ce qu'on joue? C'est pas pareil de jouer pour se défouler, pour passer un moment avec ses potes, pour la compétition, ou pour s'évader des tracas du quotidien. En fait, si on se penche sur une étude franco-suisse récente, on constate que savoir pourquoi la personne joue est un bon moyen d'identifier les joueurs à risque. NANI? Je vais essayer de rendre ça un peu plus concret, je vais prendre 3 types de joueurs, donc c'est toujours dans cette étude-là. Donc ceux qui jouent pour le plaisir, pour la compétition, pour s'évader des quotidiens, ça va être les 3 types qu'on va regarder ici. Si on lit ce papier-là, il s'avère que les personnes qui cherchent la compétition vont avoir beaucoup de facteurs de protection, avec une bonne estime de soi, de l'extraversion, être agréable, il n'y aura pas trop de facteurs de risque. Alors qu'à l'inverse, chez les personnes qui jouent pour s'évader un peu du quotidien, on va retrouver des facteurs de risque, comme de l'impulsivité, une estime de soi qui peut être plus basse, de l'anxiété ou encore des symptômes dépressifs. Pour caricaturer, je caricature, ça voudrait dire que jouer à Fortnite serait plus protecteur que de se retrouver sur son île d'Animal Crossing. Tu abuses un peu, ça fait beaucoup là, non? Oui, j'exagère sur mes exemples, pardon, mais c'est vraiment pour essayer d'illustrer un peu au max cette idée que j'essaie de transmettre. En fait, si les gens ont tendance à s'alarmer devant le temps de jeu, à commencer par les parents, et on peut le comprendre aussi, il faut savoir que c'est donc la motivation qui va être essentielle à aller creuser. Et ça, c'est super riche, parce que ça peut être une piste pour ouvrir le dialogue entre les jeunes qui jouent, leurs parents, les soignants, s'il y en a qui sont dans la boucle. Donc, en gros, si on constate que quelqu'un utilise le jeu pour s'évader, à outrance bien sûr, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. On est à fond dans les expressions aujourd'hui, j'aime bien. Oh, tu sais, homo homini lupus est, Si, c'est tout à fait correct, ça veut dire l'homme est un loup pour l'homme. En revanche, ça n'a rien à voir avec la conversation. Rosé rosam et spiritus rex. Ah non, parce que là, j'en ai marre. On reprend notre sérieux ou bien? Je vais devoir un petit peu monter tes potards de l'humour au max, parce que t'as perdu depuis l'année dernière, toi, non? Ah, tu sais, c'est le début de l'année, j'ai pris des résolutions. Alors, l'épisode sort en début d'année. Mais on tourne en avril, la Swan. Là, je regarde dehors, on a 9 mois d'avance, il fait 25 degrés, grand soleil, on arrive bientôt au jour férié du mois de mai, et ouais, je balance les coulisses de l'émission comme ça, tu vas faire quoi? Tu veux vraiment aller sur ce terrain? Il est giga long l'épisode déjà. La voix de la raison, tuée. On termine avec les possibilités d'action peut-être.
Carrément. Eh bien, il existe de nombreux moyens d'accompagner les personnes qui présentent un trouble de l'usage du jeu vidéo. Donc déjà, ça va être pour réduire les conséquences qu'on a citées avant, comme les difficultés scolaires, professionnelles, sociales, et ça va être aussi pour améliorer la qualité de vie de la personne concernée. Et pour ça, il y a diverses solutions qui existent. Donc on peut déjà penser, hein, c'est possible, hein, aux traitements médicamenteux, il y en a qui ont montré des effets, mais je pense surtout aux psychothérapies, comme par exemple les thérapies cognitives et comportementales, les TCC, ou encore aux entretiens motivationnels qui se sont avérés être un outil intéressant. Et aussi, même si ça paraît assez contre-intuitif au vu de la situation, vous allez voir, on peut utiliser des jeux sérieux pour réduire l'usage problématique. Parce que finalement, par le biais du jeu, on peut venir sensibiliser, on peut venir apprendre à utiliser autrement ces technologies lorsque l'on travaille avec quelqu'un qui souffre des conséquences d'une utilisation trop excessive. Même si, encore une fois, il y a souvent plein de choses à creuser derrière. Est-ce qu'on a fait le tour ou bien? On n'aura jamais fait le tour, Swan, c'est impossible d'être exhaustif. En fait, mais ce qu'il faut retenir, si j'ai un message à faire retenir, c'est que donc cette addiction aux jeux vidéo, qu'on peut appeler trouble de l'usage du jeu vidéo si on suit les classifications diagnostiques, eh bien ça mérite notre attention. À partir du moment où des personnes en souffrent, ce nouveau diagnostic peut avoir un sens, et il y a des critères qui se dessinent pour le poser, il y a aussi des moyens qui se présentent pour le soigner. En revanche, et les nombreux auteurs que j'ai croisés soulignent ça de manière assez équivoque, il est primordial de ne pas pathologiser des comportements tout à fait normaux, comme par exemple un temps de jeu conséquent, un grand investissement dans les jeux vidéo ou encore le fait de jouer à des jeux compétitifs. Parce qu'en fait les mécanismes derrière, les mécanismes addictifs sont parfaitement complexes et le fonctionnement humain l'est encore plus donc. Avant de s'insurger contre les jeux vidéo, gardons en tête que les jeunes que l'on pense être concernés par ça traversent peut-être des difficultés de toutes sortes et que la discussion et le renforcement des liens peut permettre de voir au-delà de ces idées reçues et de l'alarmisme, pour déceler d'autres pistes que l'on oublierait et d'autres problèmes que l'on ne verrait pas. C'est mortel! C'était long je crois, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné. Carrément, et puis c'est un sujet complexe, hein, ça m'embêtait de l'expédier, alors qu'il y a 10 000 trucs à dire, et on a fait que survoler, Swan. On démarre l'année sur des chapeaux de roue effectivement, hâte de voir ce qu'on vous prépare pour l'épisode suivant. Mystère et boule de gomme, chers camarades. En attendant, les réseaux, tout ça. Oui, tout à fait, d'ici le prochain épisode, vous pouvez me suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram et sur mon site internet mathieuservet-neuropsy.com pour aller télécharger des contenus santé mentale. Et puis si vous voulez aller toujours plus loin, c'est dans mon livre Jeux vidéo et santé mentale, c'est sur Amazon ou c'est en me contactant directement. J'espère que cet épisode vous a plu, on se retrouve le mois prochain pour continuer à promouvoir l'information sur la santé mentale et les jeux vidéo, pour de nouveaux moments de vulgarisation scientifique et de déconstruction, comme d'habitude, des idées reçues en cette année 2025. Chères auditrices, chers auditeurs, portez-vous bien. Ciao! À bientôt les potos. C'est tellement beau.